Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et oui, autour de la table, hein, on rit, on festoie, on est bien entre amis là. Et on parle de notre ami Klaus Schwab, que l'on salue de là où il est, je crois, de son chalet à Gstaad ou je ne sais où en Suisse. En tout cas, merci, cher Klaus Schwab, de subventionner Géopolitique Profonde. Avant ça, n'oubliez pas la lettre de Géopolitique. Voilà, elle est verte au mois de février. Regardez ce beau vert magnifique. Vous pouvez le retrouver avec, je crois, Jean-Maxime Corneille, Philippe Erlin qui écrivent aussi. Le lien est en description. Et si vous vous y abonnez, la géopolitique de l'or, c'est cadeau. Voilà, regardez, tout ce qu'on fait, c'est Noël au mois de février. Alors évidemment, le programme est alléchant, mais avant ça, je souhaitais vous remercier parce que la semaine dernière, on a vraiment pété les scores. On a gagné, je crois, 4 ou 5 000 abonnés. Voilà, on a eu Francis Lalanne, Gérard Fauré, l'agriculteur Sébastien Béraud, Nicolas Dupont-Aignan. On a fait des émissions, Marc-Abel Draghi aussi. On a fait des émissions qui ont énormément marché. Vous les avez vraiment appréciées. J'étais sur le terrain, j'étais en manif et vous m'avez dit « Ah, votre nouvelle formule, elle est géniale. » Ben voilà, on fait ça pour vous et nous continuerons pour vous à faire des émissions de grande qualité avec évidemment des invités de très très grande qualité. Alors autour de la table, j'ai un ami très cher. J'étais, je crois, un des premiers, peut-être après TVL, à recevoir Stanislas Berton, essayiste, intellectuel, entrepreneur, analyste économique, auteur de L'homme de la cité 3. Déjà, montrez le bouquin, la régie, montrez le bouquin. Voilà, L'homme de la cité 3. Bon, je le montrer, tiens, en plus, voilà. L'homme de la cité 3, l'excellentissime livre. Le temps retrouvé. Je suis très content de te recevoir, cher Stanislas. Écoute, merci Mike, je suis très heureux d'être ici aussi. L'homme de la cité 3, best-seller, on peut le dire. Voilà, tu parles de de tout ce plan-là qu'on veut nous imposer. Tiens, justement, est-ce que tu avais essayé avant de donner ce manuscrit à des grandes boîtes d'édition, on va dire, qui ont pignon sur rue, qui sont de la rive gauche? Non, pas du tout. En fait, j'ai commencé dès 2018 avec mon premier livre qui était Être français, lettre à ma sœur. Et en fait, moi, tu sais, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les nouveaux circuits de distribution à l'ère du numérique et la suppression des intermédiaires. Et j'aime bien prendre les choses en main, faire les choses par moi-même et pas attendre qu'on me donne un feu vert ou quoi. Donc j'ai pris les choses en main et ça marche très très bien. Et je précise pour les auditeurs de Géopolitique Profonde qu'on peut tout à fait lire les essais dans le désordre, c'est-à-dire on peut commencer par le volume 3, le volume 2, il n'y a pas besoin de commencer par le volume 1. Et en fait, celui-ci, il parle surtout de la guerre de l'ombre, ce que j'appelle la guerre invisible, en fait, les différentes forces aujourd'hui qui combattent le projet mondialiste. Et ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est toujours de montrer les différentes dimensions de ce projet. C'est-à-dire de montrer qu'il y a une partie géopolitique, il y a une partie économique, et il y a une partie aussi, un combat spirituel au sens général. Donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. Oui, parce que le mondialisme, c'est pas la théorie du complot que disent nos grands intellectuels pour essayer de discréditer la thèse. Non, mais ça, tu sais, c'est les techniques classiques qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire complotisme, extrême droite, etc. C'est les mots qui servent à disqualifier en fait tout ce que, en fait, la vraie structure du pouvoir. Ce qu'on essaye de montrer quand on parle de mondialisme, c'est une structure du pouvoir parallèle, en fait, qui donne des ordres aux dirigeants politiques, qui sont en fait que des pantins, des fusibles. Et en fait, ce qu'on essaye de faire en travaillant sur le mondialisme, c'est de montrer cette structure du pouvoir réel. Donc on va en parler durant cette émission dans le grand entretien. Mais avant ça, je vais présenter tes voisins. Il a enlevé ses lunettes, il les remet. Olivier Piacentini, chemise rose saumon. Comment vas-tu, cher Olivier? Très bien, mais enfin, à chaque fois j'ai droit à la remarque sur l'habillement. Oui, c'est comme ça. Je vois que tu fais beaucoup d'efforts quand tu viens ici, quoi. Donc je dois le dire. Je remets le col en place déjà. Économiste. Laurent à ce niveau. Tu es économiste libéral, je peux dire libéral ou pas? Ou c'est pas un gros mot? Le dire, hein. Non, c'est pas un gros mot, moi, j'assume complètement. Tu as écrit La chute finale, l'Occident survivra-t-il? Livre qui se vend très bien. Tu es là sur un nouvel essai, je crois. Oui, qui s'appelle Le choc des trois France.
Parle-nous, tiens, un peu des 3 France. Qu'est-ce que c'est ? C'est un essai un peu sociologique. Alors, il y a de l'économie dedans, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais disons que j'essaie de distinguer les lignes de fracture dans la population française entre une France que j'appelle la France enracinée, ou la France des classes moyennes, la France des banlieues et de la diversité, et la troisième France, qui est la France des élites et de tout ce qui gravite autour, catégorie bobo qui travaille avec. Et comment tout ceci s'articule, et comment, finalement, on arrive à annihiler la voix ou les aspirations de cette France enracinée, qui pourtant domine en termes, je dirais, numériques, et devrait s'imposer. Donc là, le manuscrit est fini. Le manuscrit est fini. Ça sortirait quand ? Oh, très prochainement, très prochainement. Bon, tu nous le dis, comme ça tu... Fin du mois ou début du mois de mars. Ah, déjà, ok. Voilà. J'ai hâte de le lire. Et je m'appuie pour ma démonstration sur différents points d'actualité qui ont beaucoup choqué les Français, entre autres, par exemple, l'incendie de Notre-Dame, évidemment, les Gilets jaunes, etc. Des points vraiment qui ont marqué l'actualité ces dernières années. Et j'analyse un petit peu les réactions et la façon dont tous ces événements ont été abordés, je dirais, par ces différentes catégories que j'ai distinguées et qui me semblent aujourd'hui très pertinente pour analyser le problème que nous avons. Et alors en plus, ça se retrouve un petit peu même dans je dirais, l'échiquier électoral. Enfin, ce tripartisme, le tripartisme actuel colle plus ou moins. C'est bien que tu en parles de l'incendie de Notre-Dame. Je pense que on va dire quelques mots après, dans le grand entretien. Merci à toi, cher Olivier. En face, nous avons Jean-Maxime Corneille, analyste. Il a traduit le dernier Talks de Steve Pietschnik. Ah oui. Yeah. Il écrit aussi sur Géopolitique Profonde. Il fait des lives les dimanches soirs aussi, avec des lunettes de soleil. Enfin, pas cette fois-ci. J'ai pensé à toi. Voilà. J'ai subi le soleil. Comment ça va ? Ce qui est intéressant, oui, ça va bien. Ça va formidablement bien. C'est pas Steve Pietschnik Talks que j'ai traduit, c'est American Warrior, dont on va entendre parler dans les temps prochains. D'accord. Et hier, c'était très intéressant. Là, déjà, ce que disait Olivier Piacentini était très intéressant parce que ça rejoint le thème de la guerre spéciale, c'est-à-dire les élites d'un côté qui organisent une lutte, en fait, entre une horizontalisation des luttes entre deux partis opposés pour éviter de s'interroger quant à la question de savoir qui a créé cette situation-là. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et hier, durant notre émission du dimanche, vraiment, je vous la recommande chaudement. Nous avons dit des choses vraiment intéressantes au sujet notamment de l'arrière-plan historique hérité de Byzance à la Renaissance. C'est vraiment quelque chose qui est très peu connu en Occident, mais qui mérite vraiment d'être justement, je vous recommande chaudement cette émission qui était particulièrement intéressante, donc avec Laurent Guyeno, interviewé par Raphaël Bressiou. Voilà. Merci à toi, cher Jean-Maxime, et évidemment, la spéciale avec Philippe Herlin, économiste, lui aussi libéral, éditorialiste, il est partout, on le voit partout, il est sur Twitter, la star des économistes. Alors moi, je suis très content de te recevoir ce soir, comme tous les lundis d'ailleurs. Moi, ça me fait vraiment très plaisir. À chaque fois, c'est toujours un plaisir renouvelé. Donc, ah oui, aujourd'hui, tu vas parler de choses et d'autres, j'imagine, voilà, les qui vont nous défriser. ZAN. Ah, qu'est-ce que c'est une ZAN ? Ah bah on verra tout à l'heure. Je dévoile ou... Non, c'est la surprise. C'est la surprise. Le suspense. Bon, merci à toi, cher Philippe. Donc, voilà, on va passer sur l'entretien impertinent avec Stanislas Berton. Déjà 3... il fallait autant de livres pour expliquer la situation actuelle ? Oui, et puis c'est aussi le cheminement que j'ai fait dans mon travail, c'est-à-dire par exemple le volume 1 des essais, j'avais pas encore compris la dimension du mondialisme, donc on est sur des problématiques plus économiques, plus sciences humaines, et à partir du volume 2, là je commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet, à découvrir le mondialisme et à découvrir aussi la dimension spirituelle, et après j'avance. Donc en fait le volume 2 et le 3 sont assez complémentaires, mais oui, voilà, il fallait au moins ça, et je continue d'ailleurs d'écrire et de publier notamment sur mon site internet stanislasberton.com, et après, une fois que j'ai atteint un volume suffisant de texte, c'est mis dans les essais pour mettre ça sous forme écrite. Mais quel était justement ce cheminement ? À quel moment tu t'es dit il y a un nouveau système qui met en danger nos vies, nos nations, notre spiritualité ? Alors en fait, ça s'est fait par étapes, c'est-à-dire que la première fois où j'ai pris conscience de ça, c'était avec la crise des subprimes de 2008, puisque je sortais de ma formation d'école de commerce, gestion financière, etc. Et en fait, j'ai vu ce qui s'est passé, la gravité et surtout le fait qu'il y ait une forme d'impunité pour les gens qui avaient organisé cette situation.
Donc des gens qui étaient responsables de cette crise, qui ont même été promus et mis au pouvoir, notamment par la présidence Obama. C'est des choses que j'avais laissées un peu de côté. Je m'y suis remis à peu près vers 2015-2016. Et là, je me suis vraiment replongé. J'ai essayé vraiment d'aller au fond des choses. Et après, en fait, petit à petit, en tirant sur la pelote, en fait, j'ai découvert ça. Et ce qui est intéressant, et c'est intéressant de parler de ça, parce que ce que je constate, c'est souvent les gens s'arrêtent à un moment dans la réflexion. Par exemple, on peut s'arrêter sur la question, par exemple, de l'islamisation, de l'émigration, ce qui est très marqué, notamment à droite. Mais en fait, les gens ne vont pas au-delà et de voir comment ces phénomènes-là sont utilisés au sein du projet mondialiste, sont instrumentalisés et quels objectifs ils servent. Justement, pourquoi les gens complètement... à la différence des géopolitiques profondes, parce que nous, pourquoi profonde ? Parce qu'on va en profondeur des choses. Pourquoi les gens ne le font pas ? Parce qu'il y a une peur. Il y a Alain Minck qui dit qu'il faut rester dans le cercle étroit de la raison. Donc il y a le risque, quand vous commencez à tirer un peu trop sur la pelote, là vous devenez complotiste, extrémiste, etc. Enfin tous les qualificatifs dont on vous affuble. Et en fait c'est ça, c'est que vous devenez... C'est une arme extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est à partir de là, on n'ose pas... Il y a même des gens qu'on ne lit pas parce qu'ils ne sont pas respectables, ils ne sont pas... Et en fait c'est là où on voit qu'il y a un blocage et c'est là où ça devient intéressant. Et en fait ce qui est intéressant aussi, c'est que tous les gens qui ont fait ce chemin-là, qu'ils soient français, qu'ils soient américains, qu'ils soient même qui viennent de la droite, de la gauche, quand on fait sérieusement ce travail, en fait, on aboutit quasiment tous aux mêmes conclusions, en fait, en réalité. Et est-ce que dans votre vie, il y a un avant et un après ces livres ? C'est-à-dire que... avant, vous avez votre vie, et puis dès que vous avez commencé à écrire ces livres et donc du coup à enquêter sur ce système, il y a une forme d'après, une fin de l'insouciance, par exemple. Oui, alors en fait, ça s'est fait en deux étapes. C'est-à-dire, il y a une première étape quand j'ai publié Être français, lettre à ma sœur en 2018, où là, j'ai eu des réactions de gens de mon entourage qui m'ont dit, en gros, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu deviens un fasciste, etc. Parce que j'ai écrit un livre juste qui célèbre l'identité française. Donc c'est un livre, et les auditeurs pourront le lire, c'est un livre très gentil. Je veux dire, je parle de l'amour de la France, de la grandeur de notre culture, etc. Il n'y a rien de subversif, mais dans le contexte de l'époque et dans le milieu que je fréquentais, c'était déjà trop. Et après, il y a une deuxième étape, c'était à partir de 2020, avec notamment la crise du Covid, où là, j'ai commencé à travailler sur le mondialisme. Enfin, il y a eu deux choses. Il y a eu le mondialisme et il y a l'importance de la foi catholique, de la dimension spirituelle. Et là, ça rajoute aussi autre chose. Et il y avait des gens qui pouvaient être sensibles aux arguments que je développais plus politiques, mais qui ont, on va dire, décroché ou qui ont rejeté mon travail quand je me suis affirmé en tant que catholique, et notamment catholique traditionnel. Pourquoi ils ont décroché ? Pourquoi catholique, c'est un gros mot ? Dans certains milieux, oui. Je veux dire, c'est pour différentes raisons, c'est quelque chose, c'est intégriste, l'obscurantisme, voilà, même parfois même assimilé. En fait, vous voulez la même chose que les islamistes, etc. C'est le religieux est perçu comme quelque chose d'obscurantiste et pas du tout comme quelque chose de positif. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est assez spécifique à la France. Par exemple, il n'y a pas du tout ces problèmes-là autour de Trump, par exemple. Il y a beaucoup de chrétiens très assumés. La droite américaine ou même les patriotes américains, il y a une foi alors qui est plutôt protestante, voire évangélique, mais qui est très présente. En Russie, il y a l'orthodoxie qui est soutenue de manière tout à fait ouverte par le pouvoir russe à tous les niveaux de l'État. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier en France. C'est cette image très négative, en fait, la foi et la religion, comme quelque chose de négatif. Mais justement, comment on retourne à cette foi ? Parce qu'on en manque, et je pense que c'est aussi ça le grand problème de notre pays, c'est que comme on en manque, on ne fait pas unité, on ne fait pas accord avec la nation. Mais comment justement on revient à ça ? Ça, c'est tout le sujet de mes deux derniers livres, et c'est tout de toute façon, c'est écrit dès le testament de l'évêque Saint-Rémy, c'est-à-dire que la France a cette mission particulière. Il y a une mission après, même au niveau politique, il y a le passage de la royauté davidique à la royauté capétienne. Il y a la triple donation de Sainte Jeanne d'Arc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui font qu'il y a ce lien en fait entre le catholicisme, la défense de la foi catholique et la nation française. Et en fait, oui, on a perdu ça. Et je le rappelle dans mes livres, j'explique tout ce qu'il y a derrière tout ça. Mais voilà, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un discours qui est très difficilement audible, malheureusement. Et toutes mes conférences, toutes mes prises de parole, j'essaye de faire le lien. Vous savez, c'est Bossuet qui disait « Les hommes déplorent les effets, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Les Français déplorent l'effondrement de la France à tous les niveaux, mais ne refont jamais le lien avec l'effondrement spirituel. Et il y a un exemple très concret dans l'actualité, c'est la question de l'avortement. Par exemple, des gens qui vont pleurer sur le grand remplacement, sur la disparition du peuple français, vont voir aucun problème à soutenir l'avortement qui tue 230 000 enfants par an, et depuis 1975, c'est 10 millions.
10 millions de Français qui ont disparu. Donc à un moment, il faut avoir une cohérence, et cette cohérence, on la retrouve à l'inverse chez les patriotes américains, qui, eux, ont réussi, notamment dans l'entourage de Trump, par la politique vis-à-vis de la Cour suprême, à mettre en place, avec l'abrogation de Roe versus Wade, c'était il y a 2 ans, en tout cas de remettre la compétence aux États. Il y a des États qui sont revenus complètement sur l'avortement, par exemple. Justement, quelle est la différence entre ces patriotes américains et les patriotes français? Enfin, patriotes français, c'est pas forcément Philippot, hein. Je veux parler des patriotes en général. Est-ce que c'est aussi cette dimension spirituelle? Parce que dans cette famille dont on dit souverainiste, j'ai l'impression, et au demeurant sont très sympathiques, mais j'ai l'impression qu'ils ont tourné le dos au culte. Il y a une ardeur, en tout cas religieuse. Enfin, bon, les États-Unis sont quand même un pays qui ont été fondés par des gens qui avaient une foi très très puissante. Alors que la France, et notamment toute la modernité française, notamment les Lumières, etc., dont on nous rabat les oreilles dès le plus jeune âge, s'est construit quand même en opposition à la religion. Il y a, je veux dire, par exemple, à l'école, la philosophie, on vous fait étudier la philosophie des Lumières. Dans les universités françaises, moi j'ai des amis qui sont profs de philo, on n'étudie quasiment plus ou très peu la philosophie thomiste. C'est des choses qui sont plus du tout étudiées. Donc les gens s'intéressent vraiment. On a l'impression que même quand on écoute nos politiques, la France a commencé en 1789. Et tout l'héritage des rois de France, de la royauté française, de la France chrétienne et catholique, qui avait en plus ce rayonnement extraordinaire en Europe et dans le monde, tout ça est passé à la trappe. Donc voilà, c'est que les Français, il y a eu une forme d'ingénierie sociale pour détacher les Français de la foi catholique et d'une grande partie de leur histoire, qui est l'histoire chrétienne. Et même de la part de ces souverainistes, parce que moi je le vois, les souverainistes, que ce soit en politique ou les leaders Internet, si je puis dire, ne parlent jamais de foi, hein. Alors ils parlent de République, ils parlent de l'État, beaucoup de l'État d'ailleurs, ils aiment beaucoup l'État, mais ils ne parlent pas de spiritualité. Oui, exactement. Et certains même viennent de loges. Oui, tout à fait. Ça, on pourra en reparler après. Parlons-en maintenant. Il y a eu le rôle, bien sûr, de la franc-maçonnerie qui a joué un rôle absolument central dans ce phénomène-là. Je veux dire, l'anticléricalisme qui arrive vraiment avec les Lumières, et puis après, il y a la loi de 1905. Il y a vraiment ce combat qui, en fait, aujourd'hui, a été quasiment gagné. Il faut dire ce qui est. Hein. La réalité, c'est que la franc-maçonnerie a complètement vaincu le catholicisme en France. Hein. Ça, c'est une réalité. Donc ça se voit au niveau des différentes lois sociales, ça se voit dans l'État aujourd'hui. Je veux dire, quand vous comparez par exemple en Pologne ou en France, en Pologne, les curés n'ont pas peur de parler de politique, de donner des consignes de vote, etc. D'être au Parlement. En France, ils sont tétanisés, et même moi je peux en parler en tant que catholique, et on le déplore même entre fidèles. Les prêtres ont peur de prendre position sur l'avortement, de prendre position sur ce qui peut se passer au niveau géopolitique, etc. Il y a je veux dire, l'Église catholique et une partie des catholiques ont complètement intégré le fait que le politique et le religieux ne doivent pas du tout être mêlés, ce qui n'est pas du tout le cas dans beaucoup d'autres pays, et notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays où il y a des mouvements, ou en Russie, etc. Mais sachant que l'archevêché actuel, français en tout cas, et j'imagine qu'il est pris en main par les libertaires de 68, etc. Enfin, c'est la génération baby-boom qui est aussi l'archevêché français. Oui, mais il y a eu toute une tenaille, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a déjà interrogé à ce sujet. L'Église a été aussi infiltrée. Moi, ça, c'est une réalité et de longue date. Ça a commencé par quelques cardinaux, même au 19e, etc. Et puis après, il y a eu notamment Vatican II. Les gens me disent pourquoi, par exemple, moi j'ai une préférence pour la liturgie traditionnelle, mais peu de catholiques savent que la réforme liturgique, donc après Vatican II, a été menée par le cardinal Bugnini, qui était un franc-maçon d'une loge italienne. Je veux dire, ça, c'est une réalité. Justement, tiens, Pierre Hilard et Alain Pascal, qui étaient là il y a 2-3 semaines, on dit on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'ils ont dit ? Moi, j'ai rien à en penser. C'est la position de l'Église catholique. Et ça a été rappelé encore récemment. Voilà, c'est une réalité. C'est la position officielle de l'Église catholique. Donc c'est antinomique, les deux sont antinomiques. Les deux sont antinomiques, mais il y a aussi quelqu'un, je crois que c'était le capitaine Juvin Brunet, qui faisait remarquer avec un humour, j'avais rappelé ça sur Twitter, il disait il faudra rappeler tout ça à un grand nombre d'officiers de réserve et d'actifs de l'armée française, qui sont francs-maçons et catholiques. Et aujourd'hui, le catholicisme, c'est la réponse face à ce mondialisme ? En tout cas, moi, ce que je le pense, en tout cas, oui, bien sûr. Mais ce que je constate aussi, c'est que le mondialisme, quand on analyse ses fondamentaux, est fondamentalement anti-chrétien. Il y a une vision complètement anti-chrétienne. Et quand on lit
quand on lit ces gens qui sont derrière, tous ces idéologues et tous ces gens qui sont marqués par l'ésotérisme, eux ont une vision fondamentale, c'est-à-dire qu'ils inversent le récit de la Genèse. C'est-à-dire qu'ils voient, pour eux, en fait, le diable est le libérateur de l'homme. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le récit de la Genèse, il y a le fruit, donc l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden, et Satan va tenter, commence par Ève, c'est intéressant, il commence par tenter la femme en premier, en disant goûtez le fruit de la connaissance, vous serez pareil et semblable aux dieux. Et donc en fait, les mondialistes qui sont dans cette logique-là, inversent, ne voient pas le diable comme un personnage négatif, mais comme une figure positive qui va libérer l'homme. Et l'idée, c'est que Dieu nous a fixé des limites arbitraires et il faut s'en libérer. Et quand on voit ça, on voit comment on aboutit au transhumanisme, devenir comme des dieux. C'est l'homo deus de Harari, c'est la vision, on va vaincre la mort, c'est cette vision aussi qu'il y aura des hommes augmentés, surhumains, qui pourront écraser les autres, les esclaves, les inutiles, les bouches inutiles. Voilà, donc on est dans une vision, il y a le refus de la liberté de l'homme, il y a l'idée de créer une conscience, on parle d'intelligence artificielle. Si on est chrétien, on pense que l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'insuffle. L'homme ne peut pas créer une intelligence, il y a ce pouvoir créateur n'appartient qu'à Dieu. Enfin, il y a tout l'artificialisation du vivant. En fait, il y a une vraie cohérence du mondialisme qui est un projet anti-chrétien sur ces éléments fondamentaux. Oui, mais d'aucuns vous diront, on ne peut pas aller contre la technologie, on ne peut pas aller contre l'intelligence artificielle, on ne peut pas aller contre la robotisation, toutes ces choses. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela ? Mais c'est pas du tout ça le sujet. On n'est pas, un catholique ou un chrétien n'est pas hostile à ça. Là, c'est l'objectif final, c'est-à-dire que là, c'est de remplacer le vivant, la création créée par Dieu, par un monde artificiel. Et on le voit, par exemple, la dernière étape de ça, c'est la procréation artificielle. C'est-à-dire que de plus en plus, on veut arrêter une procréation naturelle entre un homme et une femme. On le voit avec les transgenres, on le voit avec PMA, GPA, et on voit, il y a même, je crois, une société qui voulait produire des utérus artificiels. Et donc, en fait, l'idée finale, c'est de dire qu'on va produire quelque chose, un être vivant, mais sans passer par le processus naturel. Et ça se retrouve dans un domaine peut-être un peu moins important que la procréation, mais c'est la même chose avec la viande artificielle. On veut créer de la viande de synthèse, on veut tuer les vaches qui, soi-disant, elles pètent et elles polluent la planète. Et en fait, on va créer de la viande artificielle qui sera créée en labo. L'impact écologique entre une vache naturelle et ça. Et en fait, tout est ça. Et on peut en parler aussi au niveau de la santé, où on veut remplacer notre système immunitaire par des injections récurrentes, etc. Donc il y a une cohérence que j'essaye de montrer dans mes livres, c'est la cohérence du projet. Alors, vous avez le constat que beaucoup ont, parmi nous, mais lorsque vous leur parlez de vos solutions spirituelles, dans un pays très laïque comme la France, qu'est-ce qu'on vous répond ? On me dit, alors ça c'est l'argument, c'est qu'en gros ce temps-là est passé et que la France catholique c'est fini. Alors ça c'est un discours qu'un chrétien ne peut pas entendre, puisqu'en plus un chrétien il y a une dimension surnaturelle. C'est-à-dire qu'il y a une espérance qui est toujours présente, et en fait on sait que Dieu interviendra, et Dieu, c'est ce que vous savez, cette belle phrase de Jeanne d'Arc qui disait « les gendarmes batailleront et Dieu donnera la victoire ». Donc Dieu ne peut pas... Enfin, il y a quand même une différence, c'est que, ça je l'ai évoqué dans un de mes entretiens, c'est est-ce que les Français, en fait, vont se tourner vers Dieu ? Parce que ça, c'est une vraie question, c'est-à-dire que ça a existé, c'était le cas notamment du peuple hébreu. Les peuples qui se détournent de Dieu sont punis et sont châtiés. Et ça, c'est ce que dit l'évêque Saint-Rémy. Et donc là, c'est la punition ? Là, on y est. Et il y a eu beaucoup de prophètes. En France, on a eu beaucoup de chance d'avoir, par exemple, l'apparition de la Salette, où la Vierge Marie en personne intervient à de nombreuses reprises pour dire aux Français, attention, vous êtes en train de vous détourner de la foi de vos pères. Elle dit quelque chose de très grave à la Salette. Elle dit, je ne peux plus retenir le bras de mon fils. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a l'évêque Saint-Rémy qui disait dès le 5e siècle, tant que, je cite de tête, tant que la France restera à la foi romaine, elle sera glorieuse et prospère, et sinon elle connaîtra la déchéance. Donc il y a cette dimension-là qui est présente, mais voilà, les gens ne croient plus à ça. De toute façon, le point fondamental, c'est que les gens aujourd'hui ne croient plus au surnaturel. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire en quoi ils croient aujourd'hui ? Dans le consumérisme ? Ils croient en eux, c'est-à-dire c'est l'individualisme. C'est l'individu avant tout. Ils croient au matérialisme, c'est-à-dire ils ne croient plus à qu'il y a quelque chose qui les dépasse, c'est-à-dire ils ne croient plus à la prière, ils ne croient plus à la vie de l'âme, enfin à la réalité de l'âme, à la vie après la mort, aux anges, aux démons. Ils sont en fait dans un monde qui est limité à la matière et qui est limité à l'individu. Voilà. Quoique je vois quand même parmi les jeunes, les moins de 25 ans on va dire, ce que nous ne sommes plus malheureusement autour de la table, je vois des jeunes me dire moi je crois
dans la religion de nos ancêtres, une forme de paganisme. Le catholicisme, d'ailleurs, c'est imprégné de paganisme, et vous dites, voilà, Noël, c'est pas vraiment la nativité, c'est ce qui s'est passé là, à l'époque des Gaulois ou que sais-je. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène ? Moi, bien sûr, je le déplore parce que je pense que ça détourne les gens à la fois au niveau personnel du salut et au niveau politique, ça empêche le retour de la France comme une grande puissance catholique. Je l'ai expliqué dans mon livre, ce qui pour moi est sa chance d'exister politiquement, notamment par rapport à une Amérique orthodoxe, une Russie orthodoxe et une Amérique protestante. Donc il y a ça, mais en fait, ce discours-là, il y a tellement, déjà, il y a beaucoup de mensonges qui sont diffusés contre le christianisme. Les gens connaissent très mal en réalité le christianisme et ses dogmes et les positions même de l'Église catholique. Mais quand on dit par exemple que Noël, la question, ce n'est pas l'antériorité. C'est-à-dire que le christianisme est venu sanctifier ce qui arrive. Et le Christ, et quand on dit il y a un avant et il y a un après Jésus-Christ, c'est vrai. C'est-à-dire que l'histoire a été divisée en deux. Et le Christ, si on croit que le Christ est le Messie et on croit à la rédemption qu'il a permis par son sacrifice sur la croix, ça coupe littéralement l'histoire en deux. Et c'est quelque chose, un Dieu qui vient, qui se fait homme, qui se fait chair et qui meurt pour sauver les hommes, je veux dire, c'est quelque chose qui n'a pas d'équivalent. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas. Et je ne parle pas des trucs, le christianisme est la religion des faibles, des femmes. Oui, justement, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, voilà, oui, il faut tendre l'autre joue. Non, mais ça, c'est une lecture. Le Christ a dit aussi, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Voilà, je veux dire, et puis est-ce que les gens qui ont fait les croisades, les conquistadors, les rois de France qui ont guerroyé comme c'est pas permis, c'était tous des chrétiens, ils n'étaient pas faibles et mous. Oui, mais bon, ça, c'est pas du dogme. Non, c'est pas du dogme, mais c'était des chrétiens. De dire que quand on est chrétien, on est forcément un faible et on tend l'autre joue, on accepte tout, je veux dire, historiquement, c'est faux. Donc ça, c'est ça. Et puis dire aussi, parler de l'universalisme, parce qu'on dit c'est le danger de l'universalisme chrétien. Mais justement, le génie du catholicisme, c'est que c'est un universalisme spirituel, mais qui est respectueux des particularismes. C'est pas l'universalisme républicain. Pas du tout. C'est le respect des particularismes locaux. Et ça, le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est très important d'agir pour le bien commun, de s'engager en politique, de défendre son pays, sa famille, ses terres, sa patrie, etc. Donc il n'y a pas du tout de contradiction. Du coup, qu'est-ce que vous diriez à un jeune de 20 ans pour qui rejoigne la spiritualité ? Je lui dirais d'aller déjà dans une paroisse traditionnelle, c'est-à-dire où il y a la messe. Il n'y a pas beaucoup, c'est très peu. Il y en a en France, vous savez, on a beaucoup de chance comparé à d'autres pays, parce que vous pouvez en trouver. À Paris, il y en a énormément. Il y en a partout en France, je dirais, dans chaque département, vous en avez 2 ou 3. Et ce qui est frappant, c'est surtout, je pense qu'ils seront frappés par la beauté liturgique. Par ce sens du sacré. Moi, je pense que ça passe beaucoup, notamment par le chant grégorien, par ce sens du sacré qui est très présent et qu'on ne retrouve pas, notamment dans la forme moderne. Oui, mais comment, justement, pour parler de cette forme moderne, comment un jeune de 20 ans qui est sur les réseaux sociaux, qui a une petite amie, qui est consumériste, peut-il être dans la spiritualité et la foi et vivre comme en 2024 ? Parce que c'est ça, j'imagine qu'un jeune, c'est ce qu'il vous dira. Il y a une chose, c'est qu'on dit que le chrétien est dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire que nous, on sait que c'est la vie qu'on a actuellement, c'est une préparation à la vie, à la vraie vie qui va commencer après notre mort. Donc en fait, on se prépare. Et ça, c'est quelque chose de très important. On sait qu'on ne doit pas s'attacher à ce qu'il y a dans le monde. Et c'est ça la différence, notamment avec Satan. Parce que Satan vous promet la réussite dans ce monde. Il vous promet l'argent, il vous promet les femmes, la gloire, le succès. Là, on va bientôt arriver, la semaine prochaine, c'est le mercredi des cendres, on va rentrer dans le temps du carême et les 40 jours de Jésus au désert. Et à un moment, Jésus est tenté par le diable, qui lui dit « Regarde, tout ça sera à toi ». Et en fait, Jésus dit non, il rejette ça. Donc nous, le chrétien doit rejeter les tentations du monde et se concentrer vers le salut qui vient dans le monde d'après. Et ce que je dirais, mais surtout ce que je dirais à un jeune, c'est de rentrer en lui-même, de faire silence. Parce que ça, c'est la première chose. C'est aujourd'hui, par les médias, par le rythme frénétique de nos vies, on n'a plus de temps pour l'intériorité. Et déjà, le temps, ne serait-ce que le temps de la prière, prendre 5 minutes le soir pour prier, ou alors aller 1 heure à la messe les dimanches, mine de rien, c'est des moments extraordinaires. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Moi, ça m'apporte une paix intérieure et un équilibre.
parce que c'est des moments où on est justement dans une bulle qui nous sort du monde frénétique dans lequel on est, et on est dans un moment où on se retrouve face à soi-même dans le silence. Et moi, notamment, ce que je fais, et que beaucoup de gens font, et que peut-être les auditeurs ne connaissent pas, c'est les moments d'adoration. Dans toutes les paroisses, vous trouvez par exemple une adoration du Saint-Sacrement, et vous êtes en silence à prier devant le Saint-Sacrement. Faites l'expérience, ne serait-ce que de rester un quart d'heure sans votre smartphone, sans le bruit, sans la discussion, juste en silence. Juste dans une église, en silence, à prier. Et même si vous n'êtes même pas croyant, vous n'êtes pas obligé de tourner vos prières vers Dieu. Juste rentrer en vous-même et d'être dans ce silence et l'intériorité. Merci à vous, cher Stanislas Berton. Voilà, je remonte le livre L'homme et la cité, volume 3. Vraiment, je vous le conseille, le 1 et le 2 aussi. Allez sur le site, c'est Stanislas Berton le site, ça ? stanislasberton.com. Oui. Voilà, .com. Allez-y. Et maintenant, on va passer au grand débat avec nos amis qui sont autour de la table. Mais avant ça, générique. Au commencement était le verbe. Spoiler alerte, pour dire ce que l'on veut, il faut être libre financièrement. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Alors merci. Merci d'avoir cru en nos différents projets. Merci d'avoir toujours soutenu l'information libre et indépendante de Géopolitique Profonde. Si toute cette aventure a été possible, c'est grâce à vous.